Voyage en récit Laurent de Gramont. et Geoffroy Scrive. Eh bien, Laurent de Gramont, vous êtes marin. Vous commandez actuellement donc la base aéronautique navale de Landivisiau dans le département du Finistère, base qui existe dans ce département donc depuis le milieu des années 60, qui avait été créée, il me semble, sous l'instigation de Gaulle. C'est une base de la marine, parce que tout ce qui vole n'appartient pas donc à l'armée de l'air, mais là en ce moment nous sommes bien en train de parler donc de la marine. Vous avez effectué vos classes préparatoires aux grandes écoles donc au lycée militaire du Britannique. En 93, vous intégrez l'école navale, donc ici en Finistère à Lanvéoc. Puis vous partez donc à Salon de Provence, sur la base aérienne de Salon de Provence, puis une formation aux États-Unis qui vous conduira à exercer le métier de pilote de chasse dont rêvent beaucoup de jeunes gens dans ce pays. Dans les années 2000, donc vous êtes sur super étendard modernisé donc sur la flottille 17F. Vous faites ensuite un échange avec l'armée de l'air et vous volez sur Mirage 2000, qui est un bel avion de Dassault. Et puis vous regagnez, si j'ose dire, les rangs de la marine en volant à terme sur Rafale au sein de la 12F. Et aujourd'hui, donc, vous commandez cette base depuis juillet 2019. Suite à ce parcours, on a envie de dire, quel parcours? Après cela, est-il possible d'aspirer encore à quelque chose? Tout à fait. Je crois que de toute façon, les parcours qu'on peut avoir dans l'armée, et notamment là dans la marine, sont extrêmement variés, mais ils contribuent à notre construction. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas commandant d'une base ou commandant d'une frégate ou commandant d'une unité comme ça. Et c'est bien tout notre parcours qui nous y amène. Et le poste de commandant de base aéronavale, qui peut paraître être une sorte de Graal, n'en est pas forcément un. D'abord, il faut l'aborder avec énormément d'humilité. Il y a beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de choses à faire et beaucoup d'enjeux derrière tout ça. Et c'est une marche supplémentaire pour ensuite pouvoir retourner pour moi dans les bureaux parisiens pour continuer de porter un certain nombre de programmes qui nécessiteront évidemment d'avoir eu toute cette connaissance, tout ce vécu passé, notamment dans l'aéronaval, mais pas que, puisque j'ai aussi la chance de retourner et de travailler un petit peu sur des frégates. Donc c'est un travail assez complémentaire. Alors, commandant, justement, que suggère le poste de commandant de base aéronavale? J'imagine qu'il y a une partie de relationnel importante, ne serait-ce qu'avec les communes riveraines. Il y a peut-être aussi de la patience à avoir, une certaine forme d'exigence envers soi-même et envers les personnes qu'on commande, pour que tous les services puissent fonctionner et mettre les avions en l'air. Il faut aussi peut-être de la fermeté, mais couplée à une certaine dose d'humilité pour se mettre aussi à la place des subalternes, parce qu'une part, on a pu connaître certains de leurs métiers, mais connaître aussi à la fois leurs limites, leurs difficultés. Est-ce que toutes ces qualités font partie du quotidien de commandant de base? Je crois que vous avez bien cerné toute la difficulté. C'est effectivement d'abord un poste de commandement, d'une unité qui fait 1650 personnes. Et avec, depuis la réforme du soutien, en plus, tout le personnel n'est pas directement sous le commandement du commandant base. Il y en a qui sont externalisés, même si jamais tout le monde travaille au profit de la mise en œuvre des avions, en l'occurrence de l'ensemble des Rafales de la marine. Mais donc, il s'agit effectivement de mettre en œuvre tout le passé qu'on a pu vivre, tout le vécu, celui, en l'occurrence pour moi, donc de pilote de chasse, toute l'expérience qu'on peut avoir à ce niveau-là pour commander, diriger, fédérer. Je pense qu'effectivement, le commandement, ça commence par l'exemplarité. Donc, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et puis, comme vous le disiez aussi, cette base, elle n'est pas exactement dans un port, elle n'est pas exactement au bord de l'eau, et elle est encore moins en pleine mer, même si jamais je définis cette base comme étant un peu le revers d'une même pièce de monnaie où on verrait sur le recto le porte-avions. Donc on est vraiment en symbiose avec le porte-avions. On est la raison d'être du porte-avions. Il ne pourrait pas y avoir de porte-avions sans la base de Landivisiau, et il n'y aurait pas de base de Landivisiau s'il n'y avait pas de porte-avions, entre guillemets. Mais donc cette base, elle est inscrite dans son terroir. Elle est dans le Finistère Est, j'allais dire. Évidemment, totalement soutenue par la base de défense de Brest, totalement ancrée ici parce qu'elle est proche de Brest, et en même temps, on est relativement loin, et notre base est ancrée au sein en proximité de la ville de Landivisiau, avec qui nous entretenons d'excellentes relations, et autour des villages qui entourent cette base. Et
mon objectif, effectivement, est bien de la faire vivre dans son territoire. Alors justement, comment vous y prenez-vous pour la faire vivre? Parce que, bon, on en a tous entendu un jour à la radio ou à la télévision qu'il y avait des gens qui pouvaient se plaindre, évidemment, des nuisances sonores, parce qu'un avion comme le Rafale fait du bruit, ou les Mirages de l'armée de l'air, c'est la même chose, mais j'imagine que ça ne se réduit pas à ça, et heureusement. Quel lien pouvez-vous avoir justement avec l'Andivisio et les communes avoisinantes? Alors, on a un lien assez fort, forcément qui est un petit peu terni par la crise Covid que l'on vit tous. On a un lien assez fort. On a cette chance depuis 1 an et demi maintenant de pouvoir faire du recrutement local. Donc le recrutement local a été ouvert dans la marine uniquement dans quelques unités, dont la base aéronavale de Landivisio. Et c'est donc une opportunité d'embaucher des gens non pas avec un sous-diplôme ou un sous-emploi, mais exactement avec le même emploi que n'importe quel autre quartier-maître qui veut rentrer dans la marine aujourd'hui, mais avec une garantie que pendant les 4 premières années, ces personnes vont travailler à l'Andivisio. Et ça, c'est extrêmement attractif. D'ailleurs, on a l'ensemble des gens qui ont accepté de ce type de recrutement jusqu'à présent font vraiment totalement l'affaire. Ils sont même plutôt presque au-dessus du lot. Ce sont des gens extrêmement bien intégrés, des gens qui sont très très heureux de ce qu'ils découvrent, de ce qu'ils vivent là-bas. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement concret pour faire vivre le territoire de l'Andivisio, qui, comme tout le reste, peut être marqué par le chômage, par une forme de déprime Covid, etc. Ben nous essayons effectivement de vivre avec eux, de vivre pour eux, et ça, c'est une marque réelle d'ancrage dans ce territoire. Et donc ça, je comprends que c'est aussi une source de motivation pour les personnes du cru, si j'ose dire, qui peuvent rester durant au moins 4 ans dans leur lieu d'implantation. Justement, par rapport à cette motivation, ce mot de motivation aujourd'hui, du fait de la crise Covid, c'est vrai que on peut se demander si dans tel ou tel service de l'État ou dans des entreprises privées, la motivation parfois ne fléchit pas. Et justement, vous, en tant que dans votre rôle commandement de cette base, y a-t-il lieu pour un commandant de base d'insuffler une certaine motivation à ses flottilles, à ses équipages? Il y a lieu de la faire vivre, mais j'ai peut-être cette chance de ne pas avoir besoin de l'insuffler au départ, parce que on a cette chance dans la chasse embarquée de vivre quelque chose qui est relativement ultime. J'allais dire que la vie embarquée, la vie de l'appontage, c'est un peu le Graal des avions de chasse. C'est un sommet, c'est quelque chose d'assez pointu, quelque chose d'assez complexe, mais de très très gratifiant et de très exaltant, y compris pour les mécaniciens qui entretiennent ces avions et qui voient avec fierté ces avions appontés sur le porte-avions. Je pourrais citer d'ailleurs un exemple que j'ai pu vivre il y a un certain nombre d'années, lorsque j'étais moi-même pilote de chasse. Il y avait un des médecins du personnel navigant, donc qui nous suivent particulièrement, qui, dans le cadre d'une thèse, avait proposé à un certain nombre de volontaires de les faire voler en opération avec des électrodes, donc pour pouvoir enregistrer tout le rythme cardiaque. Je faisais partie des gens qui avaient accepté ça. Et il s'était rendu compte que quelle que soit la durée de la mission, sur un territoire hostile, quelle que soit la façon dont se déroulait la mission, si jamais il y a des missions qui sont relativement simples, des missions où les gens devaient faire des show of force, donc de voler à très très basse altitude pour faire baisser la tête de l'ennemi, d'autres qui avaient besoin éventuellement de délivrer des armes, etc. Et ben le cœur ne battait jamais aussi rapidement qu'au moment de l'appontage. Donc ce qui montrait effectivement le stress poussé un peu à son extrême. Alors il est canalisé parce que c'est un entraînement extrêmement complexe, mais c'est un entraînement que l'on fait. Mais je crois que ça fait partie de la fierté de l'ensemble des marins et du personnel civil également qui travaillent à l'Andivisio, qui sont extrêmement attachés à leur institution. Et ces jeunes qu'on embauche découvrent ça eux aussi. Et donc j'ai cette chance de ne pas avoir à donner le souffle initial parce qu'il était déjà là avant moi. Les gens sont extrêmement fiers. On a fêté l'année dernière les 100 ans du premier appontage. Donc on est rentré dans le 2e siècle de l'histoire de l'appontage de la marine, qui est une histoire quasiment sans discontinuité, à part pendant le créneau de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une expérience extraordinaire, d'un peu un happy few, mais c'est quand même quelque chose de très exaltant. Donc à moi, après ça, effectivement, de maintenir ça par un certain nombre d'activités, de cérémonies, de choses comme ça. On a fait réaliser justement une stèle en l'honneur de ces 100 ans du premier appontage. Mais finalement, ça vivait déjà bien avant moi et les gens ont une fougue absolument extraordinaire à ce sujet. Sait-on qui a été le premier, justement? Oui, il s'agit du lieutenant de vaisseau Paul Test, donc
le 20 octobre 1920. Il n'était pas forcément le premier, comme pour toutes les premières, il est le premier à avoir réussi. Mais il nous a ouvert vraiment une voie superbe et il a continué. Il est vraiment aux avant-gardes de tout ce qui est essai en vol de cette époque. Il y avait d'autres pionniers dans plein d'autres domaines dans l'aéronautique. On en connaît un certain nombre, mais voilà, il fait partie de ces gens qui ont marqué l'histoire. Alors, une simple question, mais justement, parlons des pilotes qui partent soit en mission d'entraînement, soit sur le porte-avions, soit justement en mission de guerre, à partir d'une base terrestre ou du porte-avions. Vous, en tant que commandant, qui avez aussi commandé des flottilles, à quoi pensez-vous quand vous voyez partir ces pilotes? Y a-t-il un attachement à eux? Est-ce que vous vous dites, bon, euh, est-ce qu'on a, je sais pas, les questions peuvent être multiples. Est-ce que l'entraînement a été correct, suffisant, suffisamment fort, suffisamment intense? Est-ce qu'ils sont parés à toutes éventualités? N'y a-t-il pas aussi un attachement peut-être à ces personnes qui partent quand même dans une mission de guerre, avec, dans des zones de conflit, avec le risque potentiel de ne pas en voir revenir? Enfin, depuis quelques années, la France connaît quand même nombre de soldats qui sont morts ici ou là, parfois en entraînement. Je me souviens de cet accident dramatique qui avait lieu sur une base en Espagne, notamment pour les pilotes. Ces questions vous sont-elles familières quand vous les voyez partir? Complètement. Alors tout d'abord, j'ai un véritable attachement, même à chaque fois que je vois un Rafale décoller. Mais j'allais dire que cet attachement, il va bien au-delà. Comme je le disais un peu en introduction, j'ai aussi cette chance de pouvoir aller servir sur des bateaux et commander une frégate. J'ai eu un véritable attachement pour chacun individuellement des marins qui servaient sur les bâtiments sur lesquels je pouvais être. L'aconite? J'ai commandé l'aconite, oui, effectivement. Et donc, je crois qu'il y a un moment, quand on est porté à ce genre de poste, on est extrêmement fier du travail que les gens accomplissent. Donc, l'attachement, oui, très certainement. L'inquiétude, pas forcément, en tout cas pas à première vue. On peut avoir l'inquiétude si jamais on est au courant, si on est rentré dans le détail d'une mission très particulière qui pourrait être plus ardue que les autres. Mais je connais l'excellence de la formation de l'aéronaval et notamment de la chasse embarquée, que je connais particulièrement. Avant de prendre mon poste de commandant de la base de Landivisio, j'étais chef de toute la partie préparation des opérations et entraînement de toute l'aéronaval. Donc je connais l'exigence que l'on inscrit dans chacun des documents qui trace la progression de tous nos pilotes, pilotes de chasse, pilotes de patrouille maritime ou pilotes d'hélicoptère. Et donc, j'ai une parfaite confiance. Je sais que quand on fait décoller un avion, le pilote qui est aux commandes sait ce qu'il fait et est parfaitement formé pour traiter tout ce qui pourrait lui arriver, que ce soit panne, que ce soit donc adversité. Donc, j'ai pas d'inquiétude à ce stade-là. Après, j'ai connu aussi avec une véritable douleur des événements tragiques, y compris dans le cadre de mon commandement. J'ai malheureusement eu à accompagner des camarades jusqu'au bout. Ce sont des choses qui marquent et donc ça, ce sont aussi des choses que je n'oublierai jamais. Et évidemment, je ne peux jamais m'empêcher d'y penser quand je vois des vols. Mais heureusement, en tout cas, moi, du côté de la base de Landivisio, ce sont des entraînements que nous faisons. Quand je les vois décoller, je continue d'avoir réellement une véritable confiance sur tout ce qui se passe. Nous continuons d'avoir de temps en temps des accidents, mais de façon qui n'a sans commune mesure avec ce qui pouvait se passer effectivement dans les décennies passées. On a aujourd'hui atteint un niveau de maîtrise des risques qui est vraiment excellent. Le risque zéro n'existe pas, malheureusement. Alors justement, parlons de l'engagement que vous souleviez ici. J'avais au micro de cette émission il y a peu Monsieur André Migeot qui republie le livre de son père intitulé Bataille dans le ciel, qui raconte les combats qu'ont livrés les pilotes français de chasse et de bombardiers sur les O-45 en 39-40, enfin surtout en 40. Il raconte qu'après certaines missions de bombardement, entre guillemets, par ces bombardiers au-dessus de l'Allemagne à lancer des tracts pacifistes, ils se sont retrouvés quelques mois après à combattre de plus en plus près de leur base, à lancer des bombes sur le sol français. Et dans ce petit ouvrage, il décrit un accident. Ce deuxième vol de nuit apportera une deuxième catastrophe. Une fois de plus, tout l'équipage périra carbonisé. Les 3 accidents qui en peu de temps ont causé 11 morts ont jeté dans l'escadre une certaine émotion. Ceux qui volent n'ignorent pas les risques qu'ils courent, mais ils voudraient connaître les causes des accidents. On veut bien mourir, mais on voudrait savoir pourquoi l'on meurt. Alors oui, je me demande, enfin la question est peut-être légitime, mais le pilote qui est engagé au-dessus de pays qui ne sont pas la France métropolitaine,
est-ce qu'il y a encore la place de se poser la question du pourquoi? Et quelle réponse son supérieur peut-il lui apporter par rapport au bienfait de cette mission, par rapport à la raison d'aller risquer non seulement son avion, mais aussi sa vie? Au nom de quoi s'engage-t-il et pour défendre quoi? Très vaste question. Mm. Je me rappelle la première année où j'ai été réaliser des opérations au-dessus d'un théâtre. Mm. Je me rappelle très bien des mots que l'amiral qui commandait donc la force, donc qui nous commandait, nous a donnés. Ces mots étaient extrêmement bien choisis. C'est un amiral pour qui j'ai énormément d'estime. Et il nous avait dit effectivement que ça pouvait être légitime de se poser des questions. C'est normal, ça serait tragique d'ailleurs de s'engager sans s'être jamais posé la moindre question. Je crois d'ailleurs que la Seconde Guerre mondiale nous l'a montré, qu'il pouvait y avoir le jour où on se retrouve, ce qui n'est absolument pas le cas évidemment aujourd'hui, mais le jour où on se retrouve avec un État totalement défaillant qui nous demande de réaliser des horreurs, il y a un devoir, y compris de désobéissance. C'est un peu une leçon de la Seconde Guerre mondiale. Et donc lui nous avait dit, dans tous les cas, vous allez aller vous battre contre les terroristes. Ces terroristes savent les risques qu'ils prennent et ils savent également les horreurs qu'ils commettent. Donc, et j'ai trouvé que dans sa formulation, que je retranscris très, très, très pauvrement malheureusement, mais j'avais trouvé quelque chose d'assez fort effectivement. Même quand on combat un ennemi un peu invisible, un ennemi qui cache des bombes dans des marchés bombes qui vont faire des victimes chez des femmes et chez des enfants. Même quand on combat donc un ennemi invisible, il s'agit quand même d'un combat. Et je pense qu'il faut être capable de le ramener effectivement à des combats peut-être un peu plus chevaleresques, même si jamais on les a peut-être un petit peu idéalisés aussi et qu'il va y avoir un petit peu aussi de boucherie et de choses pas si belles que ça dans les combats chevaleresques. Je pense qu'on est bien en tout cas dans un affrontement entre nos alliés, les gens qui sont avec nous et qui défendons un idéal, et nos ennemis. Je crois qu'effectivement, ça fait un certain nombre d'années, on est d'ailleurs au stade maximal de risque terroriste dans notre pays, on est depuis un certain nombre d'années dans un combat pour essayer de permettre à des gens de vivre sans arrière-pensée dans un certain nombre de pays, y compris chez nous, puisque ça nous frappe au cœur de nos villes. Donc ce combat, pour vivre en paix, il est juste. L'armée française, depuis très très longtemps, est une armée dissuasive, donc si on l'amène à intervenir quelque part, c'est bien pour ramener la paix là où ce n'est jamais elle qui est, en tout cas depuis des dizaines d'années, qui a créé le chaos. Elle est là effectivement pour ramener cette paix, et à chaque fois qu'elle est intervenue, elle a pu le ramener. Alors on peut toujours après ça, politiquement parlant, dire qu'on a raté d'autres étapes derrière et que certains de ces pays ne se sont peut-être pas reconstruits comme on l'aurait voulu, et ça peut être retombé dans des désastres. Mais ça n'est pas la faute. Ça peut être des fautes, des erreurs politiques, économiques, sociales, sociétales sur plein d'autres théâtres. Mais ça n'est pas un échec militaire à proprement parler. Les armées françaises, la marine, l'aéronavale, on utilise aujourd'hui des armes de précision, et on a des systèmes de sélection d'objectifs et d'autorisation d'engager un objectif extrêmement précis pour s'assurer effectivement qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux. Donc il s'agit effectivement toutes ces étapes sont là effectivement pour rendre crédibles et rendre légitimes ces interventions. Alors justement, vous parlez un peu de technique, et les pilotes qu'on recrute aujourd'hui parmi les jeunes, comment passe-t-il l'étape de s'engager pour piloter un avion à la pointe de la technologie? Enfin, il y a un aspect très technique qui peut être souvent mis en avant, à l'étape de se dire, bon, qu'est-ce que ça représente, non seulement pour moi, mais pour le pays que je défends. Enfin, un Rafale en l'air, ce n'est pas rien. C'est pas un Jodel. À partir de quel moment on peut passer dans la vie d'un pilote de chasse à cette étape de se dire je me fais plaisir d'un point de vue technique à je m'engage pour quelque chose qui me dépasse? Alors tout d'abord, les pilotes qu'on engage, ce sont des jeunes, ce sont nos jeunes, ceux qu'on peut voir un peu à droite à gauche. Ce sont des gens qui vont utiliser un système extrêmement technique, mais les 2 tiers de mes pilotes sont des gens qui ont le bac. Point final.
Donc déjà, j'ai pas que des bacs plus 5, j'ai pas que des gens, j'ai un tiers de gens qui sont plus dans une filière, de gens qui iront commander, donc comme moi, ont pu faire l'école navale. Et donc j'ai les deux tiers. Alors sur ces deux tiers, il y en a qui ont plus que le bac, mais on demande un bac général, mais on ne demande qu'un bac général pour y aller. Donc la première des choses, c'est que je vais embaucher des passionnés, des gens qui, alors tous n'ont pas, moi j'ai rêvé d'être pilote de chasse depuis que j'avais 12 ans, mais tout le monde n'est pas forcément tombé dans la marmite quand il était petit. Mais à un moment ou à un autre, c'est un métier effectivement pour lequel il va falloir se passionner. C'est un métier passionnant et vraiment exaltant, mais il va falloir se passionner parce que c'est un métier exigeant. En fait, on prend des gens avec ce qu'ils ont. Et on va les emmener là où il faut qu'on les emmène. Et on a un système de formation qui est extrêmement précis, qui est sélectif, c'est vrai, mais qui n'est pas sélectif scolairement parlant. Il est sélectif sur la pente de progression que les pilotes devront avoir. Et ça, si je vous prends un jeune de 18 ans comme ça, je serais incapable de vous le dire, et lui-même de savoir s'il pourra y arriver. Donc j'ai qu'une chose à dire sur ce plan-là, c'est si on est tenté, il faut y aller. 100% des gagnants ont tenté leur chance, c'est vraiment le cas de le dire. Donc ça, c'est la première chose. Et une fois qu'on a passé un certain nombre de stades de sélection, une fois qu'on a réussi à se prouver à soi-même qu'on était capable d'avoir une main droite qui faisait pas tout à fait la même chose qu'une main gauche, mais j'allais dire, il y a un certain nombre d'instruments de musique aussi où on demande aux deux mains d'être relativement décorrélées. Une fois qu'on a réussi à voir qu'on était capable de suivre cette pente, tous les gens qui ne sont pas arrivés au bout, de ceux que j'ai pu connaître, sont des gens qui ensuite ont perdu la motivation. Donc plus important que toutes les autres choses, c'est vraiment d'être motivé. Quelqu'un qui est motivé, qui dit c'est un métier un peu extraordinaire, qui va me permettre de vivre un rêve, et je suis motivé pour y aller, surtout, il faut tenter sa chance, il faut foncer. Après, on va en faire effectivement de vrais spécialistes de leur système, parce que le système est très 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 complet, très complexe. Alors en même temps, il est bien foutu, en tout cas sur un Rafale. C'est un système intelligent qui fait que c'est assez intuitif. Moi, j'ai quitté mon commandement en 2010 de flottille. Donc, la date, c'était 2008-2010. Et je suis revenu pour commander la base en 2019, donc quasiment 9 ans d'interruption. Il y a juste un moment où j'étais revenu mais j'ai fait une dizaine d'heures de vol en 2012. Oui. Et quand je me suis remis à faire du simulateur en 2019, les moniteurs simulateurs m'ont dit mais les réflexes sont encore là. Et effectivement, il y a des moments, quand je voulais faire quelque chose, il y avait une mémoire des doigts. Pourtant, le manche et la manette des gaz, il y a des dizaines de boutons dessus, ils sont en plus multiplexés, donc ils changent de fonction selon le mode dans lequel on est. Mais il y a une véritable mémoire des doigts. Et donc, on a un avion qui a été extrêmement bien pensé pour l'être humain, pour notre système à nous. Et donc, on fait vraiment osmose avec la machine. Ensuite, effectivement, le pilote, une fois qu'on l'a pris et qu'on l'a formé, d'abord, on va en faire un pilote marin et pas qu'un pilote comme nos cousins de l'armée de l'air, qui on a des modules de formation en commun. Donc, pour aller lui apprendre à apponter, mais pas que. On ne cherche pas juste à en faire des pilotes qui appontent, on cherche à en faire des pilotes qui partent pendant des mois en mer avec leurs camarades marins qui mettent en œuvre le porte-avions et les bâtiments d'escorte et qui sont des spécialistes des opérations en mer, donc les opérations aéromaritimes, aéronavales, donc tout ce qui se passe, donc le mode de vie en mer, les comportements des bateaux pour pouvoir identifier très très rapidement le bateau qui est suspect, celui qui se comporte pas comme l'ensemble des autres, mais aussi comment attaquer un bateau. Toutes ces choses-là sont des choses qu'on va leur inculquer, pour lesquelles ils vont vraiment grandir. Et puis, c'est après ça, effectivement, que tout d'un coup, on va leur dire, maintenant, on va partir faire des opérations. Alors, on peut espérer, effectivement, qu'on n'avait pas tout le temps à faire. Je n'aspire qu'à une chose, c'est que le monde s'assagisse et que notre rôle ne redevienne que dissuasif, mais on peut être appelé, et on est appelé malheureusement assez régulièrement, le porte-avions, au moins tous les 2 ans, voire même plutôt tous les ans en ce moment, repart faire des opérations, là encore, pour assagir la situation et pour aider à ramener la paix dans des régions vraiment très traumatisées. Ces opérations-là, elles sont systématiquement avec des mandats internationaux, la plupart du temps des mandats de l'ONU. Donc il y a énormément de pays du monde qui se sont prononcés pour pouvoir effectivement manifester déclarer et organiser cette opération. Et elles se font effectivement avec une chaîne de commandement très complète. Donc là, pour le coup, le pilote, sur un point de vue tactique, s'il a un adversaire en face de lui, il sera le plus à même de pouvoir réagir, mais on va être dans une réaction effectivement de défense de soi-même, donc on l'aura formé pour ça. En revanche, l'objectif stratégique qu'on va lui demander de frapper, il aura été validé par de très nombreux échelons, y compris des échelons politiques, et donc je crois que là-dessus, il faut que chacun garde sa part de responsabilité et avoir une véritable confiance dans le système. On voit bien qu'on ne nous demande pas de faire des choses qui sont contraires aux droits de l'homme
Bien au contraire, c'est permettre à des peuples qui ont pu être meurtris les uns par rapport aux autres de calmer le jeu et de pouvoir revivre ensemble à nouveau comme ils ont pu le faire autrefois. C'est à mon sens un bel objectif. Parlons un petit peu de ce que vous voyez en vol, ici en entraînement au-dessus de la Bretagne, au-dessus du Finistère. Est-ce qu'on a le temps d'apprécier encore le paysage qui défile sous les ailes? Ah oui, on a vraiment le temps. Alors, la première des choses qu'on voit, c'était ma femme qui me disait ça, c'était qu'on a cette chance-là de pouvoir voir le soleil tous les jours. Donc Oui. ça, c'est quelque chose de... Même si jamais je sais que... Et je découvre qu'il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne, ceci dit, quand on prend un avion, très souvent, la couche, elle n'est pas forcément si épaisse que ça, et donc on va juste au-dessus, et déjà, ça, c'est magnifique. On a, quand la météo nous le permet, on peut profiter aussi de la côte bretonne qui est superbe. Alors, j'allais dire qu'effectivement, quand on vole à très basse altitude, ça défile très, très, très vite, et donc on n'a pas le temps vraiment de profiter du paysage, on est beaucoup plus concentré sur la mission, sur les dangers qu'il peut y avoir sur cette mission, les éoliennes, les lignes haute tension, les autres avions qui circulent aussi. Aujourd'hui aussi les drones qui envahissent aussi notre espace. Donc il y a un partage de l'espace qu'il faut réussir à faire, mais il y a une bonne partie de l'espace aérien qui se fait avec ce qu'on appelle du voir à éviter. Et nous, comme on va vite et qu'on est très maniable, on fait partie de ceux qui devront être les premiers à réagir évidemment dans ce domaine-là. Mais plus on prend de l'altitude, et on a pas mal de missions qui se font effectivement avec de l'altitude, plus on va pouvoir profiter de ce paysage. Alors il y a un moment où on en profitera peut-être un petit peu moins aussi, parce que quand on va voir le paysage qui se transforme un petit peu en carte, tellement on est haut, mais il y a des altitudes un peu intermédiaires où on voit vraiment effectivement, on a des photos comme ça de rafales avec la côte nord bretonne par exemple, extrêmement découpée avec des paysages avec des bleus turquoises qui n'ont pas grand chose à envier aux îles du Pacifique. Non, on a de quoi aussi vraiment en prendre plein la vue. Alors parlons un peu de votre échange avec l'armée de l'air. Dans quelles années était-ce? Alors c'était entre 2001 et 2004. Vous étiez dans quel escadron? J'étais au 1-12 à Cambrai, donc une base qui malheureusement a fermé depuis. C'était le 1-12 Cambrésis. Cambrésis, pardon. Voilà, donc sur Mirage 2000, qui était spécialisé en défense aérienne. Et c'était donc le moment où la marine venait de retirer du service ses Crusaders, qui étaient un peu une chasse en plus relativement ancienne en termes de concept. Et le moment où on commençait à recevoir nos premiers rafales, donc la marine a envoyé un certain nombre de pilotes, notamment à Cambrai, pas que, il y en a eu aussi au moins un à Dijon et quelques-uns à Orange. On a envoyé un certain nombre de pilotes pour apprendre les techniques modernes de combat aérien et de défense aérienne, vraiment, parce que c'est pas que le combat à très courte portée, bien évidemment. Avec des commandes de vol électriques. Avec des commandes de vol électriques et avec des radars qui commençaient vraiment à voir loin et à regarder vers le bas, avec alors certes des radars et des missiles qui maintenant sont dépassés par la génération Rafale, mais c'était des choses extrêmement bien. Et donc effectivement, je crois d'ailleurs sur ce plan-là, parce que vous avez précisé en début d'émission qu'on parlait bien effectivement d'aéronaval, c'est-à-dire d'aéronefs mis en œuvre par la marine, par les pilotes marins et par les mécaniciens marins, mais je crois qu'on n'a jamais été aussi mauvais tous quand dans les... il y a des décennies de ça, quand on ne se parlait pas les uns les autres et qu'on disait les autres sont moins bons que moi. Et qu'on n'est jamais aussi fort que quand on est fier de nos spécificités, fier de nos coins de domaine, donc pour nous, le domaine aéromaritime, mais qu'on partage énormément de choses avec les autres. J'ai cité tout à l'heure, et j'ai qualifié nos camarades de l'armée de l'air de cousins, je le crois réellement. J'ai fait une partie de ma formation à Salon de Provence, j'y suis retourné ensuite en fait à Cazaux dans ma formation, j'y suis retourné après donc à Cambrai. J'ai noué de véritables amitiés avec des gens non seulement très sympas, mais en plus extrêmement compétents. Ce sont des vrais spécialistes. Ils m'ont appris un domaine, la défense aérienne, que j'ai pu reproduire ensuite dans la marine. Et on continue de faire des choses comme ça. On continue d'avoir énormément d'échanges, de faire énormément d'opérations ensemble, parce que c'est comme ça qu'on stimule une certaine émulation les uns avec les autres, qu'on crée des amitiés et qu'on progresse et qu'on est meilleur pour pouvoir progresser et éventuellement affronter un adversaire. Parce qu'aujourd'hui, les adversaires, il ne faut pas croire qu'ils restent effectivement les bras croisés. On n'est pas uniquement, on parlait tout à l'heure de terrorisme, mais on a effectivement pas forcément que des adversaires, mais en tout cas des compétiteurs qui reviennent sur le devant de la scène et devant lesquels il faut qu'on soit capable d'être totalement à la hauteur. Et par rapport aux paysages rencontrés sous ces latitudes, vous parliez du nord à Cambrai, Salon de Provence, vous avez été aux États-Unis, est-ce que là encore vous avez des souvenirs autres que ceux du Finistère qui vous ont marqué ou certains pays survolés? J'ai
de très beaux souvenirs. Alors d'abord, on a la chance de pouvoir traverser la France en à peine plus d'une heure, donc on peut découvrir énormément de paysages. On se rend compte effectivement de la richesse du territoire français. Le nord, que je ne connaissais pas du tout, mais également lorsqu'on va on va voler régulièrement dans le sud-est, notamment quand on vole à partir du porte-avions. Les régions montagneuses sont absolument sublimes et nécessitent un véritable entraînement, effectivement, pour pouvoir appréhender les différents reliefs tout en restant assez tactique, donc en restant à l'abri des radars adverses. Donc on découvre des paysages sublimes. J'ai découvert aussi effectivement des paysages très très beaux ailleurs. Je crois qu'une des richesses du territoire français, même si jamais j'ai découvert des choses magnifiques aux États-Unis, dans des pays plus du Golfe, etc., c'est que on a une véritable diversité et cette diversité, elle est très concentrée. C'est-à-dire que on passe d'un paysage à un autre extrêmement rapidement. Vite. Alors qu'effectivement, quand on est au-dessus d'un désert, c'est magnifique. J'aime beaucoup le désert. Mais on peut avoir un désert vous pouvez faire 1 heure de vol avec le même désert. Enfin, vous verrez des différences. On verra des dunes, on verra une petite montagne, etc. Mais ça sera peut-être... j'ai trouvé ça remarquable parce que nous ne sommes pas habitués à ce type de paysage et ils sont sublimes. Mais ils sont sans doute moins variés. On pourrait peut-être, j'ai jamais eu le temps de m'en lasser, mais on pourrait peut-être s'en lasser un petit peu plus vite que les paysages auxquels on a le droit en France. Alors parlons un peu du désert par Saint-Exupéry. Première question, puisque cette émission est consacrée à la littérature. Vous, en tant que commandant de base actuellement, mais pilote toutes ces années, y a-t-il un attachement à cette littérature française, et en particulier celle de pilotes qui ont été écrivains? Je pense à Saint-Exupéry, je pense aussi à Pierre Klosterman peut-être. Oui, il y a un véritable attachement. A-t-on le temps encore de lire d'ailleurs? Alors, je crois que... Alors là, c'est pas le pilote qui parle, c'est le citoyen de France du 21e siècle. Je crois que si on se laisse happer par notre société, on n'a plus le temps de lire. Il faut aller chercher, il faut prendre le temps de lire, ça c'est évident. Et je crois qu'on a cette chance d'avoir avec Saint-Exupéry par exemple, de grands écrivains qui n'ont pas écrit d'ailleurs que sur l'aéronautique. Et puis on en a d'autres parce qu'on a un métier passionnant qui effectivement, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, mais on a d'autres écrits qui nous parviennent, qui nous racontent des épopées, des moments très très forts. Et il est très important pour nous d'aller effectivement les lire et nous imprégner de ça. On a l'expérience aéronautique, je disais que nous on rentre tout juste dans le 2e siècle de l'appontage, donc on a 100 ans tout juste d'appontage. Donc l'aéronautique a un peu plus parce qu'on a commencé à voler avant de se dire qu'on allait en plus se poser sur un porte-avions, ou à l'époque c'était même sur un bateau modifié pour pouvoir accueillir des avions. Mais l'aéronautique, c'est 100 années et quelques, pas beaucoup plus. Donc c'est quelque chose d'extrêmement concentré. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est rentré dans un monde assez différent, dans un monde où on essaye effectivement de tout contrôler, de tout calculer sur ordinateur pour être sûr de ce qu'on fait. En fait, cette aéronautique, elle s'est malheureusement construite aussi, on en parlait tout à l'heure, dans le sang, mais elle s'est construite avec des gens enthousiastes, parfois des gens même un peu fous, mais qui ont cru en l'aéronautique et qui font qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est, je pense, extrêmement important d'aller se imprégner de leur histoire, d'aller voir par où nous sommes passés. C'est aussi très important d'ailleurs par respect pour tous ceux qui volent aujourd'hui et pour ceux qui nous ont quittés, parce que ça montre effectivement les progrès qu'on a pu faire. Oui. Mais je crois qu'effectivement on n'en serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas eu des gens qui autrefois ont décidé de monter dans un avion de toile et de se dire vous allez voir, les autres n'ont pas réussi, mais moi je vais réussir à le faire décoller. Alors, ouvrons justement un des livres de Saint-Exupéry. Je pense à Citadelle. Alors dans Citadelle, qui est en fait un recueil qui est inachevé, qui explique peut-être parfois une lecture un peu fastidieuse, je ne me cache pas que la plupart des personnes que je connais qui l'ont lu m'ont dit de ne pas l'avoir fini. Alors il faut s'accrocher un peu, faut mordre au coussin comme on dit, mais voilà, un des chapitres. Tu me demandes, pourquoi ce peuple accepte-t-il d'être réduit en esclavage et ne poursuit-il pas sa lutte jusqu'au dernier? Mais il convient de distinguer le sacrifice par amour, lequel est noble, du suicide par désespoir, lequel est bas ou vulgaire. Pour le sacrifice, il faut un dieu, comme le domaine ou la communauté ou le temple, lequel reçoit la part que tu délègues et en laquelle tu t'échanges. Quelques-uns peuvent accepter de mourir pour tous, même si la mort est inutile. Et elle ne l'est jamais, car les autres en sont embellis et vont l'œil plus clair et l'esprit plus vaste.
Quel père ne s'arrache pas à l'étreinte de tes bras pour plonger dans le gouffre où se noie son fils? Tu ne pourras pas le retenir, mais vas-tu souhaiter qu'ils plongent ensemble? Qui s'enrichira de leur vie? L'honneur est rayonnement non du suicide, mais du sacrifice. Comment résonnent ces lignes en vous qui avez non seulement envolé, mais combattu aussi sous les couleurs françaises, sous tel ou tel cieux? Je pense ici au sacrifice par amour, et à l'honneur dont parle ici Saint-Exupéry. Ce sont des valeurs qui me parlent énormément, parce que je trouve que effectivement on est à l'étape ultime de l'engagement, mais là on ne parle pas que de l'engagement du pilote, on peut parler de l'engagement du fantassin, du marin, du sous-marinier, de toutes les armées, mais effectivement ça fait partie de la condition du militaire, et c'est cet engagement ultime qui en tout cas doit être à la base lorsque chacun des jeunes militaires signent et disent je rentre dans l'armée. Bien sûr, tout le monde n'a pas vocation, c'est d'ailleurs très justement dit par Saint-Exupéry, tout le monde n'a pas vocation à se présenter de la même façon devant ce sacrifice. On a dans des régiments de l'armée de terre, on a des commandos ou des gens très spécialisés, puis on a des gens qui sont plus qui seront plus dans des missions plus classiques. On a des gens qui auraient plus être dans le soutien, donc sans doute moins exposés, et pourtant tout aussi importants. Je ressens un petit peu la même chose quand, c'est le message que j'ai toujours reçu et que j'ai toujours fait passer moi à mes adjoints et aux gens que je formais. Quand on part en avion, une fois qu'on a fermé sa verrière, qu'on a mis en route, que l'avion est prêt, on est assisté donc par un mécanicien. Et quand on quitte le parking, on le salue. Ah oui. Et on m'a toujours dit que dans ce salut, d'y mettre, c'est toujours ce que j'ai fait systématiquement dans tous les vols que j'ai pu réaliser, d'y mettre toute la fierté que je pouvais. Cette fierté, elle veut dire, si jamais je pouvais, je t'emmènerais avec moi. Mais il n'y a qu'une place dans mon avion. Ouais. Et donc effectivement, ça fait qu'on se retrouve un petit peu comme avec une expression alors, qui est un peu de temps en temps galvaudée en disant qu'on est la pointe de diamant, etc. Mais sur une flottille de chasse, par exemple, c'est 150, 160 personnes, dont une quinzaine de pilotes. Donc les pilotes, c'est à peine 10% du personnel, mais la flottille ne tournerait pas sans le reste. Donc la notion du sacrifice, elle est sans doute beaucoup plus portée par ces 10 qui vont aller se risquer en opération. C'est comme ça que j'ai ressenti les quelques phrases que vous venez de lire à ce niveau-là. Pour autant, tous les autres, ils ne se sont pas déplanqués. Ils sont sur le porte-avions qui peut être un endroit qui est bien défendu, mobile, etc., mais qui est un endroit qui peut intéresser un adversaire, etc. Donc ce ne sont pas des gens qui dorment à l'hôtel, ni dans un bunker, encore moins à la maison. Donc ce sont des gens dont l'engagement est réellement total, mais on ne le demande pas de la même façon pour tout le monde. Donc c'est un peu cette notion, je n'ai pas développé la notion de suicide collectif qui correspond beaucoup moins à l'image des armées, etc., et qui correspond beaucoup plus là à une situation de capitulation qui n'est pas celle dans laquelle on se trouve, fort heureusement. Mais en tout cas, c'est comme ça un peu que j'ai pu revivre avec ces quelques mots ma carrière et mon expérience dans cette notion, même si fort heureusement pour moi et pour ma famille, j'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à ce sacrifice, mais il était présent effectivement à chaque fois qu'on pouvait partir en opération. Cela fait penser au mécanicien de Mermoz, Coleno, qui le suivait partout. Enfin, il y avait un lien indéfectible entre eux. Enfin, c'est exactement un peu la même relation. Complètement. Sauf que nous, effectivement, nos mécaniciens ne sont pas attachés à un pilote, oui. Alors ils sont attachés à un avion, mais à la journée, ça tourne. Mais ça fait partie aussi pour eux d'un parcours qualifiant. Ils commencent par s'occuper d'un avion, par le bichonner, par le préparer pour le pilote. Et il y a une véritable fierté aussi dans leurs yeux de dire, voilà, je l'ai préparé dans les temps. C'est un parcours qualifiant pour eux, pour ensuite rentrer beaucoup plus dans le détail du dépannage et ensuite devenir de véritables experts dans leur domaine. Alors finissons par un dernier passage encore de Citadelle. Là, on est beaucoup plus loin dans les écrits de Saint-Ex. Tu peux fonder la soif de la possession, mais la possession n'est point échange. Tu peux fonder la soif de l'empilage des étoffes brodées, mais tu ne fondes que l'âme d'entrepôt. Comment fonderas-tu la soif d'user les yeux au jeu d'aiguilles, car celle-là seule est soif de véritable vie. Moi, dans le silence de mon amour, j'ai bien observé mes jardiniers et mes fileuses de laine. J'ai remarqué qu'il leur était donné peu de choses et beaucoup demandé. Comme s'y reposait sur eux,
Comme sur elle, le sort du monde. Chaque sentinelle, je la veux responsable de tout l'Empire. Et celui-là, de même contre les chenilles au seuil du jardin. Et l'autre qui coule à chasuble d'or ne répand peut-être qu'une faible lumière, mais elle fleurit son Dieu, et c'est un Dieu mieux fleuri que la veille, qui rayonne sur elle à son tour. Alors évidemment, pour vous, commandant de base, chaque sentinelle, je l'ai vu responsable de tout l'Empire, c'est notamment celui de la base. Ça revient à la question précédente, mais faut-il parfois relancer un peu la machine, redonner un idéal, redire peut-être à ses troupes pourquoi se battre, même si dans les faits ils ne se battent pas au quotidien, mais pourquoi être présent, ne serait-ce qu'à 8 heures du matin, aux couleurs, et on est reparti pour un tour. Oui, je crois qu'il faut redire. Il n'y a pas besoin de dire. C'est un Mm. peu ça le sens de ce que je pouvais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que les gens savent pourquoi ils sont engagés et ils sont passionnés par leur métier. Ils ont un métier passionnant d'ailleurs. Le Rafale est un avion magnifique, même visuellement parlant. Et donc les gens ont une véritable fierté. On a en plus la chance d'avoir sur la base les 3 unités, on en a 4 avec celle qui est sur Falcon, mais les 3 unités sur Rafale, la 11F, la 12F et la 17F, qui sont des unités avec beaucoup de patrimoine. Quand je dis de patrimoine, c'est-à-dire beaucoup de décoration pour l'unité, De tradition. de tradition, donc de fourragères que l'ensemble du personnel porte. Donc les gens en sont extrêmement fiers. Il y a là aussi une certaine émulation entre les différentes flottilles, mais qui est d'autant plus saine que les gens ont l'habitude de passer de l'une à l'autre. Donc les gens savent pourquoi ils sont là. Maintenant, Ils se sentent les héritiers. ils se sentent complètement les héritiers. On voit des gens qui s'engagent justement dans le bureau tradition de chacune de ces flottilles pour le faire vivre. C'est du bénévolat à ce niveau-là. Des gens qui font vraiment des heures sup juste pour pouvoir, enfin gratuites bien évidemment, mais juste pour pouvoir faire vivre ça. C'est un engagement total que j'ai pu voir et qui est remarquable. Donc on n'a pas besoin de le faire vivre. On peut avoir besoin de le faire revivre, tout à fait. Parce que derrière tout ça, derrière tout ce panache, derrière toute cette histoire, derrière les plaques qu'on peut retrouver dans les bâtiments, ce qu'on appelle les cahiers de marche, c'est-à-dire tous ces livres dans lesquels, depuis des décennies, on a une flottille qui a plus de 100 ans d'existence. Donc ça fait depuis le début que les gens font des croquis, des dessins, mettent des photos, mettent des petites histoires sur ce qui a pu se passer, etc. Et on peut retracer toute la vie de ces unités. Et ça, c'est quelque chose de réellement passionnant. En revanche, effectivement, il ne faut pas masquer qu'on a aussi la vie de tous les jours. Cette vie de tous les jours, je prenais l'exemple du Covid, donc, tout le monde le connaît dans tous les milieux professionnels, ça pèse. C'est pas forcément simple, ça nous rajoute un certain nombre de contraintes d'organisation, de contraintes sanitaires, etc. Et donc il peut y avoir un peu de lassitude qui vient dessus, qui vient naturellement si on ne dépoussière pas ça. Donc mon travail, il serait plus justement de leur dire effectivement d'être fiers de ce qu'ils font, de leur rappeler cette histoire. Et là, je vois tout de suite les étoiles qui reviennent dans les yeux et j'ai besoin de remettre une bûche dans le foyer, mais le feu n'a jamais été éteint, donc les flammes repartent très rapidement. Et ce feu les embellit. Et ce feu les embellit, exactement. Mais écoutez, commandant, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette conversation pour la radio pour RCF ici en Finistère, département dans lequel donc, cette base est implantée depuis maintenant de longues années. Et à bientôt de vous voir, sinon de vous entendre là-haut. Merci Geoffroy.